Je vais commencer par la présentation de Next Decision. Donc, Next Decision, c'est un cabinet d'expertise d'experts data, 100% data. Et on est organisé sur 3 grandes activités, 3 pôles. Le premier, on est né de ça, hein, c'est toute l'approche décisionnelle, business intelligence et big data. Donc, cette capacité en amont d'accompagner sur les aides au choix d'outils et aussi sur l'accompagnement d'achat de licences. On accompagne et on intègre sur la mise en œuvre de projets data sur tout le cycle, finalement, que ce soit en mode agile ou cycle en V, sur l'intégration de ces solutions. Et bien évidemment, on forme, puisqu'on est centre de formation agréé, Calliope, Datadoc, pour justement faire grandir et accompagner vos métiers et vos utilisateurs à être autonomes sur les plateformes mises en place, et avec cette capacité aussi de vous accompagner sur du change, sur de la bascule de nouvelles solutions technologiques. On a un deuxième pôle qui se nomme organisation, c'est plus un pôle conseil data, qui va accompagner nos clients sur la mise en place de roadmap data, de schéma directeur. Donc là, on prend un peu plus d'auteur au niveau du système d'information, avec la capacité de vous aider sur le choix de solutions type ERP, CRM, SIRH et data. Ce sont des collaborateurs assez seniors, certains anciens DSI, qui ont cette faculté, cette prise de recul permettant de vous accompagner dans la transformation de votre système d'information. Et on a une troisième activité qui est en complément des deux autres, qui vient aider et finalement, lorsque certains outils ne sont plus en capacité de répondre à certains usages, on peut faire du spécifique avec du langage type .NET, Java ou autre pour pouvoir répondre à certains besoins. Sur la partie data, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait plus précisément? On va travailler sur toute la chaîne de valeur de la donnée, que ce soit la partie ingestion de données, la partie stockage et la partie restitution. Donc, on va reprendre toute la partie en amont, la partie chargement ingestion, à travers les échanges de données. Donc, là, on va parler d'ETL, de AI, de SB API. Toute la partie stockage, architecture de données, on-prem, hybride, quel provider choisir, toute la dynamique de cloud qu'on observe depuis quelques années. On a la capacité d'accompagner et de tuner aussi ces bases de données. Donc là, on fait intervenir des experts sur la partie performance et audit, par exemple. Toute la partie, bien évidemment, gouvernance de la donnée, donc à travers un système d'information, la place finalement des données maîtres. Donc, on va parler de référentiel de données, on va parler de qualité de données. Donc, on est capable d'accompagner justement sur l'intégration de ces plateformes-là. La partie DataVis, on parle aujourd'hui de la partie BI traditionnelle, mais aussi sur des outils plus self-service, DataVis. Toute une partie finance, donc on va parler d'élaboration budgétaire, donc ce sont des solutions type EPM, on va parler GDocs par exemple, Lucanet, TM1, etc. Donc, toute une activité plutôt orientée finance. Et bien évidemment, quand on parle d'accompagnement, c'est aussi être en capacité et être organisé aussi pour vous accompagner sur la suite du projet autour de maintenance et de support. On parle de TMA et de formation côté métier. Les grands indicateurs, Next, c'est fin d'année 2020, à peu près 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 9%, ce qui est plutôt bien au vu du contexte que nous venons de passer. On a un peu plus de 170 à date, donc une bonne dynamique sur le début d'année, pour plus de 470 clients actifs. Donc on est cette logique de pouvoir justement par consultant et au vu de notre organisation capable d'accompagner de nombreux clients sur des approches de cadrage, de réalisation, de testing et de maintenance. Nous sommes donc revendeurs de licences, donc on fait à peu près 5 millions de négoces avec les principaux éditeurs que je vous présenterai tout à l'heure, pour à peu près 400 contrats de maintenance et de TMA. On parle de maintenance logicielle pour assurer le support niveau 1, niveau 2, et de TMA applicatif sur ce qui a été développé et mis en place sur votre environnement. Point important, l'ensemble de nos consultants, et c'est une valeur forte chez nous, est en capacité de donner des formations. Nous avons réalisé à peu près plus de 900 jours de formation en 2020. On va très clairement faire beaucoup plus cette année, notamment à travers des éditeurs type Talend ou DataVis. Au niveau du maillage régional, où nous sommes présents un peu partout en France. Donc, on va à l'origine, Next Decision, c'est écrit il y a plus de 10 ans par 2 personnes qui sont Régis Boudot et Olivier Marquis,
dans la région ouest, donc autour de Nantes. Donc on voit qu'il y a un développement qui a été fait sur les premières années autour de Rennes, Angers, Nantes, puis par la suite des ouvertures plutôt dans l'est, avec une vision Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon. Donc le plus gros des troupes est plutôt basé à Nantes, mais on a un maillage et une capacité d'accompagner sur l'ensemble du territoire nos clients, donc d'avoir cette proximité forte au quotidien de nos consultants data. Un petit slide pour vous présenter un peu notre partenariat, les partenariats qu'on a côté éditeur. Donc, on remarque qu'on est partenaire avec une grande majorité au niveau Gold. Donc, on va retrouver des éditeurs comme Microsoft, IBM, Oracle, SAS et SAP, qui sont les grosses plateformes data capables de couvrir un ensemble d'usages. Mais pas que, on va retrouver des acteurs plus de niche, type des éditeurs comme Saji, qui embarquent du cloud, des aspects plus DataVis avec du click, la partie plus data prep avec de l'Alterix. Dans tous les cas, nous sommes agnostiques finalement parce que nous sommes étant partenaires avec l'ensemble de ces éditeurs, on est capable de pouvoir benchmarker, comparer, challenger justement sur des aides au choix d'outils. Alors qu'on se pose la question de quel outil mettre en place côté ingestion de données ou restitution, on est capable justement d'avoir la meilleure vision pour pouvoir vous conseiller par rapport à vos usages et par rapport à ce que vous voulez faire de ces solutions. Un slide rapide qui présente aussi justement la méthodologie à mettre en place lorsqu'on souhaite choisir un outil de DataVis ou d'ETL ou de MDM. C'est une approche toujours identique par rapport à notre expérience, à ce qu'on fait depuis plusieurs années chez Next Edition. Donc, on est sur une approche d'audit, de comprendre finalement votre environnement. Et ensuite, on va se rapprocher des métiers, des usages, construire avec vous une matrice de choix, c'est qu'on va pondérer finalement des fonctionnalités clés qui sont pour vous gage de réussite lors du déploiement. On va réaliser 1, 2, 3 maquettes avec les éditeurs et on va vous accompagner aussi sur le choix de la négociation pour pouvoir ensuite démarrer le projet d'intégration par la suite. Ce qui nous tient à cœur aussi chez Next Decision, c'est des valeurs fortes. On a un partenariat et un mécénat assez fort avec le Secours populaire français. C'est assez sympa parce qu'en fait, tous les 10 jours de prestations effectuées auprès de nos clients, on offre l'équivalent d'un repas au Secours populaire français. Donc, en 2020, ça représentait un peu plus de 5000 repas. Donc, c'est en tout cas, une des initiatives. Il y en a nombreuses, il y en a beaucoup chez Next Decision autour de ça. Donc, voilà, c'est important pour nous et on voulait le mettre en avant dans ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est de commencer. Bonjour. Voilà, normalement, tu devrais voir mon écran. Ouais, c'est bon, parfait. Parfait. Donc, je vais vous présenter la solution NeedForVis, qui est une solution qui s'intègre en fait à la partie Web Intelligence de BO. Je vais rapidement reparler de BO, tout simplement. Un BO est un outil qui permet de faire en fait du reporting à la demande, du reporting ad hoc, avec différents outils comme Web Intelligence. Donc, l'outil possède d'autres outils intègres. On va se concentrer principalement là-dessus, car NeedForVis est un plugin qui va s'installer par-dessus ces couches. Comment ça se présente? Et ben, en fait, pour accéder à NeedForVis, on va simplement accéder à un reporting BO. Toutes personnes qui savent construire dans Webby vont pouvoir utiliser NeedForVis. Là, je vous présente un exemple de dashboard qu'on peut faire avec NeedForVis et les utilités supplémentaires qu'on va retrouver avec cet outil par rapport à un Webby classique. Tout simplement, Webby vous trouvez limité sur la possibilité de faire du dashboarding. C'est vrai que pour pouvoir manipuler du tableau, ce n'est pas un problème avec BO. Il est très très bon là-dessus. Il possède des graphiques et des graphiques qui lui sont propres. BO a ces possibilités-là. On a quelques possibilités de navigation intégrées, mais on se retrouve très vite limité sur le type de représentation qu'on souhaite faire. NeedForVis complète toutes ces solutions-là avec des nouveaux graphiques, des graphiques dynamiques, des graphiques personnalisés, mais également en fait, des options de filtres dynamiques directement intégrés dans votre rapport. Donc là, je vais vous présenter simplement un dashboarding qui a été construit avec que des éléments NeedForVis. Vous avez du tableau et du NeedForVis qui permet en fait d'afficher tout ce que vous voyez. À gauche, tout simplement, c'est que maintenant, vos contrôleurs d'entrée que vous avez normalement exportés sur le côté peuvent directement être intégrés dans votre document. Donc, à la gauche, vous avez par exemple des états. On va pouvoir cliquer par exemple sur DC et ça va pouvoir filtrer les données sur l'état qui nous intéresse. Vous voyez, ça filtre automatiquement. On va pouvoir bien sûr avoir différents types de filtres, donc des listes à points. On va également retrouver des listes dynamiques de ce type. Et on va également retrouver, vous voyez, des choses comme en haut, comme on appelle ça en fait, des représentations menus qui permettent de filtrer et d'afficher ce qu'ils en souhaitent dessus. Donc ici, je vais me retrouver sur mes différentes catégories.
vous voyez, c'est des façons de représenter, des façons de jouer avec vos filtres directement à travers l'outil sans passer par la barre de filtres qui est toujours accessible parce que toutes les fonctionnalités Webby sont compatibles avec Need for Speed. Donc en fait, rien ne m'empêche toujours de rajouter la barre de filtre ensuite avec mon représentation ainsi que des contrôleurs d'entrée sur le côté supplémentaires. Vous voyez, en fait, vous n'êtes pas limité en disant je fais soit l'un, soit l'autre. Vous pouvez utiliser toutes ces parties-là ensemble pour créer le plus de documents possible. Alors, Need for Speed, qu'est-ce que c'est? C'est toujours en fait des documents, en fait, voilà, des nouveaux graphiques, des nouveaux tableaux. Donc, on peut voir en fait déjà dès qu'on a pu ouvrir ce genre de graphiques supplémentaires qu'on n'avait pas dès le départ. Donc, en fait, on va retrouver à peu près une trentaine de graphiques disponibles avec une personnalisation en termes d'affichage, de coloration, de règles, d'affichage, de gestion sur les textes, les couleurs, etc. Vous allez pouvoir personnaliser tous vos graphiques dessus. Donc, on va retrouver en fait ces genres de graphiques qui sont beaucoup plus dynamiques et qui rendent en fait l'outil beaucoup plus agréable. Vous allez pouvoir retrouver ce genre de tuiles qui va pouvoir être éclatées par rapport à une dimension particulière. On va retrouver également donc des tableaux particuliers. Je reviendrai à côté parce que vous allez voir une des grosses forces de Need for Speed, c'est également proposer des nouveaux tableaux qui n'existaient pas avant dans BO et qui sont très intéressants. Donc vous avez également une cartographie. Donc là, je fais une cartographie Google Maps, mais vous avez différents types de cartographie, ainsi que des choix, vous voyez, de différents types de graphiques. Donc là, on a vraiment notre solaire, en fait, c'est-à-dire un diagramme circulaire en fait à double étage dessus. Pour bien montrer que tout est encore compatible, c'est-à-dire soit je peux toujours filtrer mes informations ici, comme j'ai pu faire, donc ça ce sont des composants Need for Speed, mais je peux toujours laisser ce qui s'appelle mes liens d'éléments de BO. Par exemple, si je prends une ville en particulier, je prends par exemple la ville de Los Angeles, si je clique dessus, ça va toujours me filtrer mes données Los Angeles. Donc vous voyez, ça c'est une fonctionnalité BO qui est compatible avec Need for Speed et sous toute la puissance en fait de l'outil intégré. Donc ça me filtre automatiquement mes datas dessus. J'ai bien sûr des petites options assez sympas. Par exemple, si je veux retirer, forcément, j'ai toujours la possibilité de retirer ma sélection. Et même maintenant, il propose ici un petit bouton Reset qui permet de remettre à zéro, de ressortir, de remettre à zéro tous mes filtres qui ont été mis en place. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en fait dans l'outil. On va pouvoir aller encore plus loin avec en fait des options d'analyse. Donc voilà, on va voir d'autres types de représentations dessus. Il propose certains graphiques qui sont très intéressants parce que souvent, quand vous donnez accès à une personne en lecture à Webby, il va être limité souvent dans le type de représentation qu'il va avoir. Et bien, Need for Speed, en fait, complète ce genre de choses en rajoutant ce type de graphique où vous pouvez lui imposer, par exemple, les objets que vous allez mettre dedans, mais vous avez la possibilité de choisir la représentation qu'il va avoir. Et donc, tout simplement, en cliquant dessus, il va pouvoir choisir la représentation qu'il souhaite mettre en place et mettre en valeur dans ce reporting. Ceci n'est pas de droit en termes d'administration, c'est simplement un lecteur qui veut le faire parce qu'on lui donne la possibilité à travers ce graphique. Comme vous pouvez voir, je suis bien en mode lecture, je ne suis pas en mode modification de mon document. Tout se passe en mode lecture. Donc on a vraiment différents types de représentations. Et bien sûr, je peux toujours cliquer sur Cardigan de ce côté pour pouvoir filtrer toujours sur ma représentation des cardigans. Donc voilà, on a ce genre de représentation dessus. Ça, c'est pour la partie graphique. Alors, je vais vous parler des tableaux et après, ensuite, je vais vous parler comment on les construit, quelle est la différence avec Webby là-dessus. Donc, la représentation des tableaux. Ce qui est très intéressant en plus, c'est que voilà, il propose en fait un système de tableaux directement intégrés qui ne sont pas simplement des tableaux comme dans BO fait, donc on peut bien sûr en ajouter, mais des tableaux avec des informations où on pourra directement rajouter des filtres de saisie et naviguer facilement dedans. Quand on parle de tableau, en fait, on peut également se dire, c'est intéressant d'avoir des tableaux comme ça, mais si je veux ressortir mes données par rapport à ces informations-là, j'ai une possibilité de toujours d'afficher ce qui s'appelle la table, en fait, qui est disponible, donc le View Data View, et d'afficher directement tout le contenu de chaque graphique qui est affiché, et de toujours de filtrer avec, pour aller affiner mes données. Ça, ce sont vraiment les types de représentations que vous pouvez avoir. Je continue sur les tableaux qui sont très intéressants. Un qui est vraiment génial avec Need for Speed, c'est cette partie-là, c'est le tableau que vous avez ici. Donc, cette représentation, ce qu'on a, c'est qu'on a toujours des filtres sur le côté sur lequel on peut choisir l'état, mais ici, vous avez également des représentations à choix multiples, c'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai ma liste des produits, et je peux faire un choix de produit par rapport à une ligne ou une catégorie, et ça va simplement filtrer à ce niveau-là. Donc, si je fais dessus, je vais pouvoir prendre, par exemple, ces deux informations, appliquer, et ça va m'appliquer à ma sélection.
Donc, on va pouvoir faire ce genre de choses très facilement. Ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est ce tableau-là qui va vous permettre de manipuler comme vous souhaitez le tableau. Donc, souvent, vos utilisateurs, ils vont dire, bah oui, mais moi, j'aimerais bien modifier mon document. Donc, vous êtes obligé de passer en mode modification. Et bien là, avec ce type de graphique, la personne va être beaucoup plus à l'aise pour pouvoir modifier les choses. En fait, c'est une sorte de, il faut s'imaginer, un type de création de tableau. Là, c'est un tableau de base que j'ai fait. Et bien en fait, je vais pouvoir prendre les objets que je mets à disposition à l'utilisateur. C'est la personne qui crée le rapport, qui choisit ce qu'il veut mettre au-dessus. Il va les glisser à l'intérieur pour pouvoir choisir les informations qu'il souhaite analyser derrière. Donc là, on est sur le revenu. On peut choisir forcément d'autres indicateurs. Ça, c'est la première partie, mais vous avez une façon de représenter les choses qui est très intéressante. On n'est pas obligé de représenter que par des tables, mais on peut également représenter, vous voyez, par des diagrammes à barres, par des lignes. On peut également faire des systèmes de comparaison. Donc, on a vraiment pas mal de choix de sélection d'outils, avec plein de petites options de fonctionnalités qu'on ne va pas rentrer forcément dans les 10 minutes et qui sont très intéressantes. Donc là, on est sur les sommes au niveau de mon set revenu. Et vous voyez, je peux également rajouter, en fait, mettre en place des calculs spécifiques dessus par rapport à mon indicateur. Donc, c'est très puissant en termes d'utilisation. C'est vraiment quelque chose qui vaut vraiment le coup. Alors, là, je continue sur la partie création. On a vu un peu la partie visuelle de ce qui est possible de faire. On va partir sur la partie création. Comment on crée cela? Et bien, en fait, pour créer dessus, une personne qui maîtrise déjà Webi va pouvoir créer ce qu'il souhaite. Donc là, rapidement, je vous montre, on peut également faire des diagrammes de Gantt directement dans Webi. C'est très intéressant, fonctionnalité qui n'existait pas avant. Et bien là, je vais passer, donc, pour créer les objets Need for Viz, et ben, je vais passer en mode création. Donc, en création de documents. En haut, vous avez toujours la possibilité de créer les graphiques BO classiques. Et dans More, vous avez tous les documents, All Chart, pour tous les graphiques. Donc, je vais en mettre un. Et vous voyez ici, c'est qu'en fait, les objets Need for Viz apparaissent de cette façon-là. Et vous avez la possibilité de tous les voir à ce niveau-là. Donc, en fait, ils fonctionnent exactement comme dans BO. C'est si vous souhaitez, par exemple, faire, on va prendre quelque chose de simple dessus pour éviter, par exemple, on va prendre un sample SunK. Donc, le SunK, je vais pouvoir mettre, par exemple, mes villes. Je vais pouvoir mettre, par exemple, on va pas prendre les magasins dessus, mais les catégories. Et la taille va dépendre, en fait, des revenus. Je fais OK. Vous voyez, ça fonctionne comme un rapport, comme un document BO, un rapport BO. Et vous avez votre graphique qui apparaît dessus. Donc là, forcément, j'ai beaucoup d'informations. On va pouvoir jouer sur pas mal d'objets, pas mal de configurations à l'intérieur dessus, mais ça fonctionne comme un document Webi sur lequel je vais pouvoir déplacer facilement, ajouter des choses autour, etc. Donc à ce moment-là, on va pouvoir faire un clic droit dessus, format custom element, et avoir toutes les possibilités que nous propose Need for Viz en termes de modification. Et vraiment, ils en ont rajouté beaucoup, comme des fonctionnalités qui étaient super intéressantes et qui manquaient, comme là, par exemple, la partie full screen, qui permet de rajouter un petit bouton d'augmentation, de passer voilà, en mode full screen, c'est-à-dire Eh ben, il fallait bien un petit effet. Eh ben, ça fait rien. On va en profiter pour en construire un autre à côté, très simplement. À moins que tu me dises que François, je n'ai plus le temps. Mais tu as 1 minute. Et voilà, c'est parfait. On va pouvoir terminer sur la création de ce graphique. Donc, je vais prendre, par exemple, très simplement, donc on a des différents types de jauges que vous pouvez voir. En plus, on peut changer l'image que vous avez de la jauge pour rendre des choses très sympathiques. On va prendre, par exemple, tout simplement un diagramme circulaire. Je vais prendre ces informations. On va prendre la ville. On va prendre le magasin. Le store name ainsi que les ventes. Et hop, vous avez votre graphique et on va pouvoir le manipuler dessus. Donc en fait, on va pouvoir choisir en plus, rajouter toute la coloration. On est toujours en mode Webi, c'est-à-dire voilà, quand je disais clic droit, propriété dessus, vous avez toujours les paramètres Webi classiques et vous avez toutes les propriétés de Need for Viz qui vous permettent voilà, de rajouter des options supplémentaires, de dire bah voilà, je ne veux afficher que enlever les 2 chiffres après la virgule, je ne veux pas de chiffres après la virgule. Ça se manipule à ce niveau-là et vous pouvez rajouter énormément d'informations comme vous souhaitez. Donc ça va vraiment rendre des choses beaucoup plus dynamiques. Et vous voyez, en plus, c'est assez sympa, c'est que quand vous cliquez, c'est vraiment, vous avez, ils bougent. Tous vos graphiques, en plus, sont dynamiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une petite vision, c'est-à-dire que vos graphiques et vos diagrammes à barres, comme vous pouvez voir, en fait, à l'accueil, quand on ouvre, et ben, ils se déploient, en fait. Ils se déploient, en fait, en termes d'affichage. Voilà pour les 10 minutes, et je pense que je suis arrivé au bout. Merci Richard. On va rentrer dans les questions-réponses. On va se donner 2-3 minutes. Il y a quand même pas mal de questions.
Il y en a une qui porte sur les onglets, qui existe directement sous BO avec les liens à partir de la 4.2. Ici, ce sont des objets, est-ce que ce sont des objets différents ou des widgets différents? Alors, ces onglets-là, ces onglets que vous parlez ici, sont des onglets, en fait, sont simplement un menu, en fait, et ça va fonctionner avec ce qui s'appelle un contrôleur d'entrée. Donc, il faut s'imaginer plutôt que c'est pas un onglet qui va changer l'affichage à chaque fois, mais plutôt un onglet qui va permettre de filtrer les informations que vous avez à l'intérieur. D'accord. Au niveau de Need4Viz, au niveau des versions de BO, en termes de compatibilité, est-ce que c'est à partir de la 4.1, 4.2, voire avant? Alors, les dernières fonctionnalités sont disponibles à partir de la 4.2, l'outil et de la 4.3 également. Et normalement, c'est à partir de la 4.2 que vous êtes dessus. Mais si, attention, la 4.1, vous pouvez avoir quelques problématiques et quelques graphiques qui ne fonctionneraient pas correctement dessus. Donc, certains fonctionneraient, d'autres un peu moins. Il faudra avoir, en fait, par rapport à ce que vous avez besoin en termes de graphique et de représentation. D'accord. Il y a la fameuse question du prix. Je sais que c'est toujours compliqué d'estimer comme ça, parce que je pense qu'au niveau de la plateforme, il y a quand même beaucoup d'indicateurs, d'éléments à prendre en compte. Est-ce que du coup la tarification, c'est quelque chose d'assez simple ou Alors, moi je vous propose plutôt, c'est que vous revenez vers nous, on va pouvoir plutôt en discuter directement au niveau des tarifications, car voilà, c'est forcément les tarifications éditeurs. C'est parfois un peu plus compliqué d'en parler comme ça, donc moi je vous propose plutôt que vous revenez vers nous, et en fait ça va également dépendre en fait tout simplement du nombre de graphiques dont vous avez besoin. En fait, voilà, si vous avez besoin de toutes les fonctionnalités graphiques, le prix sera différent que si vous avez besoin de quelques graphiques dans l'outil. Super. Une petite inquiétude par rapport à le fait que SAP puisse l'intégrer dans ses prochaines versions. Alors non, SAP, il faut savoir que lors des présentations officielles que fait SAP sur sa nouvelle version, on va parler par exemple de la 4.2 SP2 qui va sortir en mois de décembre. SAP intègre toujours Need4Viz en fait dans leur présentation et le présente à côté. Donc il n'y a pas de possibilité dessus. Ils le faisaient également avec 360, ils ne les ont jamais intégrés. Vous voyez, donc en fait, ce sera toujours des solutions qui sont à côté dessus. Si vous souhaitez partir sur des solutions vraiment dashboarding orientées SAP, c'est-à-dire qui sortiraient de Webi, mais qui seraient toujours dans l'environnement SAP, à ce moment-là, il faudrait partir soit vers Lumira, soit vers SAP Analytics Cloud. D'accord. Au niveau de l'exploration, est-ce qu'avec des dimensions, est-ce qu'on peut explorer des dimensions à travers Need4Viz, notamment avec un organigramme, par exemple? Tout à fait. Là, je peux vous présenter rapidement un petit graphique dessus. Tout dépend. Il existe donc des organigrammes, bien sûr, disponibles, mais voici un exemple très simple d'autres types de représentations. On va pouvoir exporter. Donc là, j'ai mes départements. Je clique sur ma Californie. Donc j'ai 2 villes, Los Angeles. Je défends encore au niveau de mon magasin. Et j'ai ma représentation des types de ventes qu'ils ont faites. Alors forcément, j'ai une jaquette parce que j'ai mis une jaquette. Si je passe sur toutes les valeurs, hop, on va reprendre Californie, Los Angeles. Dessus, vous voyez, on a la représentation des choses. Donc certaines représentations, il y a des représentations en fait d'exploration en fait qui sont directement intégrées dedans. Soit vous pouvez toujours utiliser BO, mais il y a également certains graphiques qui permettent également de le faire et de jouer avec dessus. Et ça, c'est simple, c'est que les systèmes vont automatiquement intégrer vos explorations, ou vous pouvez lui-même vous intégrer, lui dire quel type d'exploration vous souhaitez faire en lui mettant les objets les uns après les autres directement dans le graphique. D'accord. Au niveau mobilité, qu'est-ce que ça donne sur des tablettes, téléphones? Alors, la problématique en fait de la 4.2 sur la mobilité, c'est toujours plus complexe. C'est pas compatible sur la 4.2 en termes de l'application mobile des choses, de l'application mobile. Dès que vous êtes en mode web, ça va fonctionner, mais BO, vous savez qu'en 4.2, en 4.2, 4.2, c'est plus compliqué d'utiliser BO en termes de tablette. En version 4.3, il n'y a pas de souci, ça travaille avec le navigateur Internet, et votre navigateur Internet va afficher correctement vos graphiques en 4.3. D'accord. Et on terminera sur une dernière question qui est plus liée au positionnement de Need4Viz en termes de concurrence par rapport à SAC, par exemple, ou Lumira, qui étaient des solutions très data-viz. Alors, il faut savoir que SAC en fait a d'autres fonctionnalités qui sont beaucoup plus puissantes et qui ne fait pas en fait du dashboarding, on va dire plutôt classique orienté. L'avantage de SAC, c'est que vous allez pouvoir profiter de la solution, donc de la puissance des serveurs de chez SAP pour pouvoir faire de l'analyse de données automatique, de faire de la ressortie d'informations, de la détection d'informations incohérentes, etc., de faire de la prévision, des choses beaucoup plus poussées que ne peut pas faire l'outil en fait de dashboarding assez classique qui est Webi. Ici, il faut bien s'imaginer qu'on reste dans Webi. Si vous voulez avoir des fonctionnalités supplémentaires, comme on disait, donc
de l'analyse de données vraiment très très poussée et très loin, à ce moment-là, il faut vraiment repartir sur des solutions comme Stack Lumira. Là, vous restez sur des choses qui restent dans un environnement Webby, avec forcément également les limitations de Webby en lui-même, même si les graphiques peuvent vous apporter des plus. Donc il est parfois, voilà, c'est vraiment ça qui va plutôt orienter pour une fonctionnalité et des besoins complémentaires. Ok, super. Merci Richard, c'était très clair. Merci à vous. On va pouvoir passer maintenant à la partie Open Distro, donc avec une solution qui est peut-être plus orientée Big Data, avec Vincent. Yes, François. Bonsoir tout le monde. Est-ce que c'est bon, tout le monde entend? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Super. Alors, avant de parler d'Open Distro et de ce qui se cache derrière, je voulais mettre un peu de contexte et d'histoire et de cas d'usage avant d'aller sur cette solution et vous de la montrer. Première chose, la société Elastic, que vous connaissez peut-être, qui propose des produits, qui propose une stack complète de produits. Alors, il y en a plein dans la stack, hein, mais ceux qu'on connaît beaucoup, ce sont Elasticsearch et Kibana. Elasticsearch, c'est quoi? C'est une base de données NoSQL orientée documents dans laquelle on va nativement stocker des documents JSON. Donc, on va pouvoir y mettre énormément de contenu varié sans trop de soucis. Et Kibana, que vous connaissez peut-être aussi, hein, qui est un moteur de restitution de type DataVis, qui va être nativement positionné au-dessus de cette base. Alors, quelles sont les forces et intérêts de cette base aujourd'hui? L'intérêt principal, c'est la distribution de données. Vous avez des données qui sont distribuées dans un cluster. Donc, vous avez une très haute disponibilité, vous avez une très forte tolérance aux pannes et vous avez une scalabilité horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où aujourd'hui, des fois, dans certaines solutions, vous avez des requêtes SQL qui patinent un petit peu avec le temps parce que votre base grandit avec le temps, et bien sur ce type d'architecture, si jamais vos requêtes sont un peu lentes, on va rajouter des nœuds dans le cluster et mécaniquement, j'augmente ma puissance de calcul et de traitement de la donnée. Autre intérêt, on est schemaless. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai aucune contrainte de schéma. Je vais pouvoir intégrer dans ce type de solution presque tout et n'importe quoi. Je n'ai pas besoin à l'avance de créer des tables dans un processus normé, etc. Et enfin, autre intérêt de cette base, on est sur de l'indexation de contenu, c'est-à-dire que derrière ça se cachent des librairies de recherche full text, des recherches textuelles. Donc Elasticsearch va me retourner mes résultats triés par pertinence, vraiment à la manière d'un Google, si vous voulez, pour faire très simple. Les défauts d'Elastic, et ce qui va m'amener justement à Open Distro, ce n'est pas totalement gratuit. Peut-être que vous avez essayé de mettre en place Elasticsearch et Kibana chez vous, et vous vous êtes peut-être aperçu que certaines fonctionnalités sont payantes, notamment la partie sécurité. Et évidemment, la sécurité, c'est un sujet assez essentiel dès qu'on met de la donnée dans des bases. C'est justement là qu'Open Distro arrive. Open Distro, c'est quoi? C'est toutes les briques, finalement, d'Elasticsearch gratuites. Donc, toute la partie open source d'Elasticsearch sont embarquées dans Open Distro. Et c'est Amazon, hein, donc AWS, qui a rajouté toutes les fonctionnalités supplémentaires de sécurisation, mais pas que, bien sûr. Et ça, ils le font de manière gratuite. Donc, en gros, Open Distro, c'est comme Elasticsearch, mais en totalement gratuit. Alors, les cas d'usage, et c'est une solution qui est du coup un peu différente de ce qu'on a vu, ce que vous avez vu tout à l'heure et ce que vous verrez aussi après avec ClickSense et Power BI. On le retrouve un peu moins, bien sûr, pour de la BI. On va beaucoup plus le retrouver sur de l'analyse de logs. Donc, par exemple, pour collecter et analyser des logs en temps réel. Pourquoi pas de l'IoT pour faire du suivi de métriques, de capteurs, etc. Le cas d'usage que je vous présenterai, le suivi de fil d'actualité Twitter. Et bien sûr, de par sa recherche textuelle, pourquoi pas en faire un moteur de recherche dans une application. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Donc, ce que j'ai derrière, je vous montre vite fait quand même ce que j'ai fait. J'ai ici un script Python, mais à la limite, peu importe la technologie. Ce script, ce qu'il fait, c'est qu'il va se connecter à Twitter et il va en temps réel aller choper plein de mots-clés. Donc, j'ai ici mis, vous voyez, des mots-clés qui me plaisaient bien, que je voulais surveiller. Et dès qu'il y a un nouveau tweet dans le monde qui passe avec un de ces mots, je le capte et je l'envoie dans ma base Elasticsearch. Donc, l'intérêt de Kibana par-dessus ça, surtout, ça va être de vous montrer le fait qu'il soit temps réel. Et donc, je vais avoir un tableau de bord qui va pouvoir s'actualiser toutes les 5 secondes tout seul. Et je pourrais donc tout à fait envisager cette solution dans une salle de contrôle, par exemple, en mode sans clavier. Voici l'interface de Kibana. Alors, dans Kibana, qu'est-ce que je vais retrouver de manière native? Alors, les 3 menus qui m'intéressent le plus sont ici. Vous avez Discover, Dashboard et Visualisation.
Mais on a d'autres fonctions, bien sûr, dans cette solution. On peut faire du reporting, on peut faire des alertes aussi, bien sûr, être notifié si jamais on a des valeurs aberrantes. On peut faire de la détection d'anomalies. On a voilà, quelques algorithmes disponibles qui permettent de faire des choses assez évoluées. Discover, ce premier menu, va me permettre de voir la donnée qui arrive au fil de l'eau. Donc ici, le script Python que j'ai là, et je le fais tourner depuis ce matin pour avoir un jeu de données, vous voyez, qui soit à peu près consistant. Donc depuis ce matin, ça a pas mal tourné. Il y a eu une petite pause en début d'après-midi. Ici, ce menu va me permettre de voir ma donnée brute. Et je vais pouvoir, sur n'importe quel visuel, avoir ce refresh every quelque chose où je vais pouvoir lui dire, je veux qu'il s'exécute toutes les 5 secondes. Et donc, vous voyez, toutes les 5 secondes, je vais avoir mon compteur ici qui va s'incrémenter avec de nouveaux résultats qui arrivent de manière régulière. Ensuite, la partie Visualize. Et on finira par la partie Dashboard. Les visualisations, qu'est-ce que c'est? Ici, je vais pouvoir créer des visualisations unitaires. Et une fois que j'aurai créé mon set de visualisations unitaires, je vais pouvoir les combiner finalement dans un tableau de bord. Donc là, j'en ai déjà créé 2. Je vais en créer 2 autres pour vous montrer un petit peu la logique de création des visualisations. Et après, je pourrai créer un dashboard dans lequel je vais pouvoir consolider finalement ces visualisations ensemble. Ici, j'ai accès bien sûr à un set de visualisations assez grand, très proche de ce qu'on a déjà sur Kibana, pour ceux qui connaissent cette solution. Je vais faire métrique. Métrique, j'aimerais déjà, moi, afficher, par exemple, le nombre de tweets. Je vais donc ici aller faire un tour sur Twitter, sur ma source de données Twitter. Et donc, vous voyez, par défaut, il fait un count. De base, il tente de compter. Et vous voyez déjà, même mes visualisations s'incrémentent de manière automatique. Alors ici, le temps de construire ma visualisation, je vais stopper le refresh every 5 secondes pour que ça se fige un tout petit peu. La métrique, c'est le count, bien sûr, mais j'ai d'autres, évidemment, agrégations disponibles, des sommes, etc., en fonction de ce que j'ai comme type de données. Ici, je n'ai pas d'indicateur financier, donc je ne vais pas sommer, je veux compter. Et je vais pouvoir customiser mon label. Ce sera, par exemple, mon nombre. Voilà. Alors, j'ai quelques options, bien sûr, qui sont disponibles, mais pour l'instant, je ne vais pas toucher plus que ça. Ce visuel-là, s'il me convient bien, je vais pouvoir l'enregistrer. Et je vais l'appeler Twitter. Nombre de tweets. J'ai une nouvelle visualisation qui vient d'apparaître. C'est un métrique. Et je vais pouvoir après l'utiliser dans mon dashboard. Je vais en créer une autre. Je vais créer un secteur, donc un camembert, ici. Toujours sur Twitter. Donc, par défaut, à nouveau, il me récupère l'intégralité de mes données. Donc, j'ai 55 000 documents que j'ai récupérés depuis tout à l'heure. On va avoir traditionnellement des buckets qui vont me permettre de découper finalement mon graphique. Donc là, je vais découper en parts. Et parmi l'ensemble des champs que j'ai dans ma donnée, eh bien, j'ai un champ qui est très intéressant que j'appelle sentiment. Le sentiment, en fait, c'est pour savoir est-ce que mes tweets sont plutôt positifs, négatifs ou neutres. Donc, j'ai tout de suite, vous voyez, un visuel qui apparaît ici, qui va me permettre de voir finalement ma répartition de mes sentiments par rapport à mes tweets. Alors, je n'ai pas de pourcentage, j'ai rien qui apparaît. Bien sûr, c'est possible. Je peux afficher les labels pour avoir des pourcentages qui apparaissent. Si je suis allergique aux donuts et que je préfère vraiment les camemberts, eh bien, je peux bien sûr mettre des camemberts, il n'y a pas de souci. Et je vais avoir donc encore une fois cette possibilité de s'actualiser autant de fois que je le veux. Et surtout, c'est là où la puissance de l'outil est assez intéressante, je vais pouvoir faire des recherches. Donc, je vais pouvoir faire des recherches textuelles. Par exemple, je vais chercher Olympique et Lyon. Automatiquement, vous voyez, il m'a filtré finalement sur les données Olympique et Lyon. Et ces recherches textuelles, je vais pouvoir les faire partout, que ce soit au niveau du menu découverte, au niveau des visualisations, mais aussi plus tard, quand je vais m'attaquer au dashboard. Alors là, je vais l'enregistrer. Ça, c'est Twitter aussi. Et finalement, c'est mon sentiment. Une fois que je me suis créé ma collection ici de visualisation, je vais pouvoir aller construire mon tableau de bord. Et vous allez voir, la construction d'un tableau de bord, c'est très simple. La seule difficulté véritable, elle est de créer ces visualisations. On crée le dashboard et je vais pouvoir aller piocher finalement, vous voyez, dans mes différentes visualisations, celles qui m'intéressent. J'aimerais afficher le nombre de tweets. J'ai aussi ça.
je vais prendre celui-ci. Je vais tous les prendre, en fait, au final. Voilà. Et donc, ils s'ajoutent derrière automatiquement. Après, il reste à moi, finalement, j'ai plus qu'à les redimensionner un petit peu. Ici, j'ai celui-ci qui est pas mal. Je vais le mettre plutôt par ici. Voilà. Donc là, je vois le nombre de tweets un peu dans le temps. Ici, j'ai les mots-clés qui ont popé et qui ont fait que j'ai réussi à avoir le message. Alors, j'ai fait exprès, hein, j'ai choisi des mots qui sont un peu tendance, bien sûr, pour essayer d'avoir un peu d'actualité. Et puis ici, j'avais enregistré tout à l'heure une recherche, ce qui me permet d'avoir finalement les derniers messages dans l'ordre. Donc là, j'ai créé mon visuel. De manière automatique, je vais pouvoir faire des recherches, bien sûr, encore une fois. Si je veux chercher Olympique, Lyon, je verrai le nombre de tweets affichés. Donc là, j'en ai plus que 2459. Et je verrai aussi, du coup, tout se mettre à jour de manière automatique. Si je veux faire un focus sur positif, je peux même cliquer sur positif et ça m'ajoute automatiquement, vous voyez, le filtre. Et je vais pouvoir voir en dessous automatiquement, vous voyez, tous les tweets, par exemple, qui font référence à Lyon, à l'Olympique de Lyon et qui sont positifs. Alors, je vais l'enregistrer, ce dashboard. Hop. Et il te restera, Vincent, 1 minute. Hein, sur la... 1 minute, c'est parfait. Ça me permet de vous montrer un peu la dernière chose vraiment très intéressante. Vous avez le temps. Le temps qui est une dimension super importante dans Elasticsearch et dans Kibana. Vous allez pouvoir faire des filtres temporels très forts et surtout, vous allez donc avoir cette capacité, comme je vous le disais, à lui demander de s'actualiser tout seul. Et donc là, je lâche la souris, je lâche le clavier et je vais avoir donc cette capacité à avoir un outil qui va pouvoir s'actualiser tout seul. Et on l'imagine, vu qu'il s'actualise tout seul de manière un peu régulière, on peut tout à fait l'envisager dans une salle informatique. Vous voyez, là, j'affiche des tweets, mais ça pourrait être des métriques informatiques, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Dès que j'ai de la donnée chaude, si vous voulez, cette solution, elle se prête assez bien à ce type de cas d'usage. Et je pense que j'ai fait le tour pour moi. Super, merci Vincent. On a 2 petites questions. Oui. L'interface là que tu nous as présentée, elle est en anglais. Est-ce qu'on a la possibilité de changer la langue? C'est une excellente question. Je pense pas. Je pense que par défaut, c'est que en français. On a une partie gestion ici, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse changer la langue. Je ne pense pas. Je pense qu'on est que en mode français. Enfin, que en anglais, pardon. En anglais, d'accord. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais que c'était une solution qui était gratuite, justement, quand tu as raconté un petit peu l'histoire de la plateforme. Est-ce que c'est vraiment gratuit? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des coûts cachés ou des choses qu'il faudrait embarquer en termes de budget sur la mise en place de cette plateforme? Ouais, alors le seul truc, enfin, il n'y a pas de coût caché récurrent, c'est-à-dire que vous n'aurez pas un abonnement qui va arriver un peu après, ça c'est sûr. AWS, justement, pour d'amener un peu le pion à Elastic, veut que cette solution reste gratuite à vie. C'est vraiment l'enjeu. Le seul coût qui est très important d'avoir sur ce type de technologie, c'est la partie sécurité. Souvent, ce qu'on constate sur Elasticsearch et Kibana, c'est qu'en général, ça démarre vraiment en mode POC. Les gens s'installent un peu sur un coin de table, commencent à y mettre un peu de la donnée, et puis un jour se disent, tiens, c'est sympa, on va le mettre en production. Et l'aspect sécurité, ils n'y ont jamais pensé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Kibana ou Elasticsearch, enfin Elasticsearch, est une base de données qui est régulièrement montrée du doigt parce qu'elle est considérée comme étant assez piratable, mais elle est piratable parce que les gens n'ont pas pensé à la sécuriser. Donc, le coût caché réel de ce type de solution, c'est de bien penser en amont du projet et avant même d'y mettre de la donnée. Il faut penser à l'aspect de sécurité, il faut penser à mettre des comptes, des mots de passe pour sécuriser la donnée et faire en sorte qu'on soit dans un cadre à peu près normal. D'accord. Et par rapport à l'analyse textuelle, est-ce qu'il y a des limitations sur ce fonctionnement, cette exploration sur OpenDistro? Non, pour le coup, il n'y a pas de limitation. Et on peut même faire des choses très, très élaborées. Je ne vous ai pas forcément tout montré, mais ce qu'on peut faire, c'est des recherches qui sont assez intelligentes. Par exemple, si je voulais chercher tous mes clients par code postal, je pourrais accorder plus d'importance finalement à la recherche d'un code postal plutôt qu'autre chose. Et donc, on peut créer des requêtes, on pourrait finir par créer des requêtes qui simulent un peu finalement le raisonnement ou la mécanique, on va dire, humaine de réflexion pour aboutir à des résultats vraiment très, très, très pertinents. Vraiment à la manière d'un moteur de recherche. Et on finira sur cette dernière question, là, sur le côté hébergement. Tu parlais d'AWS, on est obligé d'héberger les données chez eux?
Absolument pas. Là, je suis sur on-prem. Là, c'est sur ma machine. Typiquement, là, c'est du Docker, hein, sur mon poste. Donc, évidemment, c'est possible de mettre sur AWS, mais on peut aussi les télécharger, les avoir chez soi. Et pour le coup, il n'y a aucun lien avec AWS. D'accord. Et du coup, par rapport, si on a une base intranet d'installer chez nous, est-ce qu'on peut alimenter finalement et prendre ces tableaux de bord en mode widget et les mettre sur un intranet ou sur un portail ou sur un site? En mode iframe, non, pour le coup, non, il faut passer par Kibana. Vous ne pourrez pas, je pense, les prendre pour les mettre sur un intranet déporté. D'accord, super. Eh ben, si je peux me glisser, en fait, la question de M. Rimbaud, c'est sur la lemmatisation. Vincent, est-ce qu'un mot peut prendre plusieurs formes dans l'analyse textuelle et est-ce que OpenDistro est capable de comprendre que par exemple, trouver, trouvera, tout ça, c'est le même mot? Ah ouais, bah si, bien sûr. En fait, au niveau recherche, hein, il y a plusieurs types de recherches qui existent. Et celle-là, en l'occurrence, qui pourrait faire l'affaire, hein, c'est ce qu'on appelle la recherche floue. Cette recherche floue, elle s'appuie en fait sur un algorithme qu'on appelle la distance de Levenshtein et qui permet de chercher à peu près quelque chose. Donc, si je cherche un mot comme erreur, il serait capable de me trouver des errors et tout ce qui est très proche d'un point de vue syntaxe. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Vincent. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Dans tous les cas, les équipes Next sont à votre disposition hein, si vous voulez souhaiter creuser davantage les différentes solutions, notamment sur les premières que nous avons vues et voir ensuite la partie Power BI et Qlik. Et j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et que ça va vous donner une bonne visibilité sur les différents outils du marché. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée et à bientôt.